je vous présente et je veux un tonnerre, vous explosez, mais toute la Doutre, c'est le quartier dans lequel on est, toute la Doutre, Adrien Quatennens. Je rappelle encore une fois les règles sanitaires, tout le monde porte son masque FFP2 bien sur le nez et sur la bouche. On m'a dit qu'on était arrivé à bout des FFP2, on en avait 200, donc ça veut dire qu'on est au moins 200 dans la salle. Alors je vais vous parler un peu d'Angers, parce que quand même, ici, on a le numéro 2 du parti Horizon, Christophe Béchu, et on sait très bien qu'Angers... c'est un peu le laboratoire de la Macronie. Ici, quand on parle des logements des étudiants, eh ben, on nous dit que finalement, les étudiants, on n'en veut pas tant que ça, et qu'on aimerait bien rester cette petite ville bourgeoise, un petit peu refermée sur elle-même, et que des logements sociaux, pour eux, eh ben, il n'y en aura pas tant que ça, et qu'on aura toujours, tous les ans, depuis 4 ans, des étudiants qui logeront nulle part, qui seront dans la rue, et ça, c'est inadmissible, et il faut qu'ils le comprennent. Le ratio, c'est 7,5 lits pour 100 000 habitants. En Pays de la Loire, on n'avait que 4,8 lits pour 100 000 habitants. Deuxième exemple, plus local, au CHU d'Angers, en 2018, les ARS imposent des plans d'économie. Plans d'économie qu'on a subis violemment, nous, à l'hôpital, puisqu'il y a eu des restructurations de services. Qui dit restructuration de services dit suppression de postes. Des centaines de postes ont été supprimés. On demande la réintégration de tous nos collègues qui ont été suspendus et dont on a besoin dans les services. Je vous présente et je veux un tonnerre, vous explosez, mais toute la Doutre, c'est le quartier dans lequel on est, toute la Doutre, Adrien Quatennens. Merci beaucoup pour cet accueil très chaleureux qui tranche radicalement avec la température qui fait dehors. Merci à vous vraiment d'être aussi nombreux ce soir. Merci aux oratrices qui m'ont précédé, Claire, Sabine, Emmanuel, pour vos témoignages et vos propos très forts. Merci bien sûr à toutes celles et ceux, ils ont déjà été remerciés mais ils ne le sont jamais assez, militants qui permettent que se tienne ce type de réunion. Merci d'avoir organisé cette réunion publique qui est la première pour moi de 2022. Je remonte sur le cheval ce soir avec vous à Angers. Après l'avoir beaucoup fait durant toute l'année 2021 et spécialement à la fin de l'année, c'est la première ce soir pour moi de 2022 et la première évidemment, vous vous en doutez, d'une longue série puisque rien que cette semaine, se tient, je crois, une quinzaine de réunions publiques de ce type, des parlementaires insoumis qui se déploient partout sur le terrain, des membres du Parlement de l'Union populaire et qui, bien sûr, viennent compléter les excellents meetings de notre candidat, dont vous êtes, j'en suis sûr, les témoins privilégiés. Merci à toutes et tous, donc, venus nombreux ce soir, d'avoir fait le choix, en cette soirée, de consacrer un peu de votre temps à un propos politique, j'en suis sûr, à un moment que vous appréciez tous, comme nous, pour son importance et par le succès de cette réunion. Désolé pour celles et ceux qui n'ont pas pu avoir
de chaises ce soir, eh bien, nous faisons une nouvelle démonstration de force qui témoigne de la dynamique qui est à l'œuvre, que l'on sent depuis quelques mois déjà, mais qui se renforce considérablement depuis ce début d'année 2022, et on pourra dire que cette soirée à Angers y contribue. Merci à vous. Dans la salle qui nous a rassemblés ce dimanche, nous avions en quelque sorte sous nos yeux des responsables politiques venus de tous horizons, des syndicalistes, et vous avez même du coup des gens qui se retrouvent là autour du même programme, qui sont des communistes ou des écologistes. Bref, je crois que du point de vue de celles et ceux qui ont le souci de la construction de l'union et le souci de la clarté, cette union populaire est absolument prometteuse et c'est un bien très précieux dans cette campagne. Monsieur Macron, son bilan en matière démocratique, c'est d'avoir concentré et exacerbé tout ce que la Ve République a de plus détestable jusqu'au cœur de la gestion de cette crise sanitaire, avec ce Conseil de défense où un homme seul décide de tout, et se contredit d'ailleurs beaucoup dans ses discours, car très franchement, quand vous entendez le témoignage d'Emmanuel, vous n'en croyez pas vos oreilles, vous dites, mais attendez, l'autre Emmanuel, Macron, lui, nous avait dit que la santé n'a pas de prix, qu'il fallait être fier de ce système de soins en France, que ces coûts n'étaient pas des charges, mais au contraire, que nous en avions besoin, mais dans le même temps, comme elle l'a très justement dit, qui continuait, séance tenante, à fermer plus de 5000 lits à l'hôpital, avec un bilan qui, mis bout à bout dans les 5 ans, aboutit à presque 18 000 fermetures de lits à l'hôpital. Le bilan d'Emmanuel Macron sur la question sociale, et les militants de la France Insoumise qu'il y a dans cette salle se souviennent que dès le début du quinquennat, nous lui avions apposé sur le front cette étiquette de président des riches. Et d'aucuns de nous dire, mais vous y allez un peu fort, vous le jugez a priori parce qu'il vient du milieu de la finance, vous ne savez pas encore exactement quel type de politique il va mettre en œuvre. Eh bien maintenant nous savons, et nous comprenons d'autant plus qu'il n'ait pas envie de venir à la télévision s'expliquer avec nous. Parce que M. Macron est arrivé dans un pays où les 500 plus grandes fortunes possédaient 570 milliards et en possèdent maintenant le double, non pas à la faveur du Covid, mais à la faveur des politiques qu'il a, lui, M. Macron, mis en place. Politique fiscale, politique de redistribution qui ont profité pour l'essentiel aux plus riches. Vous avez vu comme moi ce rapport incroyable de l'ONG Oxfam la semaine dernière sur la concentration de richesses entre quelques mains, où l'on apprend qu'en l'espace de 19 mois, le temps de la pandémie, à l'échelle du monde, les milliardaires ont gagné en 19 mois plus qu'ils n'avaient gagné en une décennie. Et bien évidemment, la France n'est pas en reste, avec une collecte de l'ordre de 236 milliards pour nos malheureux milliardaires sur la période de pandémie, c'est-à-dire 4 fois le budget de l'hôpital public qu'on pourrait ainsi multiplier, ou encore 3 500 € par chèque à chaque Français. C'est la traduction de ce qu'on pourrait faire avec tous ces milliards. Parce qu'évidemment, et vous le savez, quand on interroge les gens sur la richesse, la pauvreté, il y a souvent ces discours assez convenus, des gens qui disent « mais moi dans l'absolu j'ai rien contre le fait qu'il y ait des riches, mais cette pauvreté est insupportable ». Mais il y a évidemment un lien entre les deux. Et ce n'est pas ici que je vais donner un cours d'économie le plus basique, c'est que la richesse qui est produite par un pays, c'est comme un stock. Si quelqu'un mange tout le gâteau, il reste les miettes pour les autres. Et c'est ainsi que dans la même période où la richesse s'est accrue entre quelques mains, notre pays est passé de 8 à 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. Que dans cette France d'Emmanuel Macron, où quelques-uns se sont littéralement gavés plus que de raison, eh bien, vous avez 12 millions de personnes qui subissent la précarité énergétique chez elles, que vous avez 8 millions de personnes qui dépendent de l'aide alimentaire. Bref, cette France devient de plus en plus un océan de pauvreté, pavé de situations de quart-monde que nous constatons dans nos quartiers populaires, pendant que quelques-uns, toujours moins nombreux, se gavent et concentrent extrêmement de richesses entre leurs mains. Ça, c'est le bilan d'Emmanuel Macron, qui, oui, définitivement, est le président et candidat des riches. Et c'est à lui que nous voulons barrer la route, car nous ne voulons pas en manger pour 5 ans de plus. Nous savons ce qui se prépare. Nous savons quelle est la politique qu'il entend mener, et les réformes que nous avons modestement contribué à mettre au placard, comme celle des retraites, qui vont revenir sur la table si d'aventure il devait être réélu. Monsieur Macron, c'est aussi celui d'un bilan climatique qu'il a encore trouvé le moyen de venir vanter à Strasbourg, en oubliant que dans ce pays, en France, c'est lui et son gouvernement
qui sont condamnés par la justice pour inaction climatique. Monsieur Macron qui s'auto-célébrait champion de la Terre, qui a fait cette formidable convention citoyenne pour le climat, avec des images bien léchées dans le jardin de l'Élysée, disant d'un air fier « je reprends à mon compte tout ce que vous avez établi dans vos travaux » et qui à la fin finalement éjecte toutes les mesures principales et n'en garde qu'un petit substrat pour dire j'ai fait quelque chose, alors qu'en fait les choses les plus structurantes, les plus fondamentales n'ont pas été faites. Oui, c'est une honte pour la France d'être ce pays qui ne répond pas à ses propres objectifs en matière climatique au point d'être condamné par la justice pour inaction climatique et d'avoir eu à connaître la répression féroce des marches pour le climat, de cette jeunesse qui a décroché des portraits et qu'on est allé traîner dans les tribunaux. Tout comme c'est une honte d'avoir été pointé du doigt par tant d'ONG à l'échelle internationale pour la répression féroce qui s'est abattue contre le mouvement des Gilets jaunes, qui était ô combien salutaire. Et M. Macron ferait bien de se rappeler que ça n'est pas parce qu'aujourd'hui les gilets sont parfois dans les boîtes à gants qu'ils ont pour autant disparu, et que cette France des délaissés, qui est montée sur la table pour dire son souhait de plus de démocratie et d'un meilleur partage des richesses, elle a l'occasion, dans quelques semaines, de s'exprimer et de lui envoyer la raclée électorale qu'il mérite. Derrière moi, salut.